On prétend que, dans un discours, la première phrase est toujours la plus difficile. Le plus dur serait donc derrière moi. Et pourtant, je sens que les phrases suivantes ne seront pas moins ardues. La 3e, 6e, 10e, jusqu'à la dernière. Car je vais parler de poésie. Je me prononce rarement sur ce sujet, presque jamais, et toujours persuadée que je le fais mal. C'est pour cette raison que mon discours ne sera pas trop long. L'imperfection est plus facile à supporter à petite dose. Le poète contemporain est un être sceptique et méfiant même, sinon surtout à l'égard de lui-même. Il hésite à se déclarer poète, comme s'il en avait honte. À notre époque si tonitruante, il est beaucoup plus facile d'avouer ses défauts s'ils sont spectaculaires et pittoresques que ses qualités plus profondément cachées, celles-ci, et auxquelles en outre on ne croit guère soi-même. Dans les enquêtes officielles, lors des conversations avec des gens rencontrés par hasard, le poète, qui ne peut plus taire sa profession, préfère recourir au terme général « homme de lettres » ou avouer une autre occupation qu'il exerce parallèlement. Lorsqu'on leur annonce qu'ils ont affaire à un poète, les fonctionnaires ou les passagers d'un autobus accueillent la nouvelle avec une légère défiance teintée d'inquiétude. Je suppose que la qualité de philosophe provoque une perplexité semblable. Ce dernier se trouve cependant dans une posture confortable, car il peut agrémenter son métier d'un titre scientifique, docteur en philosophie. Voilà qui fait plus sérieux. Les docteurs en poésie n'existent pas, car enfin, cela ne voudrait-il pas dire qu'on ne peut exercer ce métier qu'après avoir fait des études approfondies, régulièrement passé ses examens, produit bon nombre de dissertations, enrichi de bibliographies et d'annotations et enfin obtenu quelques diplômes solennels. Ce qui signifierait ensuite que pour devenir poète, il n'est pas assez d'une feuille de papier recouverte de poèmes, aussi illustres soient-ils. Il faudrait se prévaloir en plus d'un bout de papier affublé d'un tampon officiel. Rappelons-nous que c'est faute d'un tel bout de papier que la gloire de la poésie russe, le futur lauréat du prix Nobel, Joseph Brodsky, a été condamné à l'exil. On l'a taxé de parasitisme, car il ne pouvait se targuer d'une attestation officielle l'autorisant à être poète. Il y a quelques années, j'ai eu l'honneur et la joie de faire sa connaissance. J'avais noté alors que seul parmi tous les poètes qui me sont connus, il aimait bien se présenter en tant que poète. Il prononçait ce mot sans aucune inhibition, avec une liberté, un rien téméraire. Je suppose que s'y reflétaient toutes les humiliations qu'il avait eu à subir dans sa jeunesse. Dans des pays plus heureux, où l'on ne foule pas aux pieds la dignité humaine avec une pareille aisance, les poètes aiment toujours à être publiés, lus, compris, mais ne font plus rien ou alors si peu pour se distinguer des autres au quotidien. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps encore, dans les premières décennies de notre siècle, ils se plaisaient à effaroucher leurs contemporains par leurs costumes excentriques et leur comportement prétentieux. Ceci n'était cependant qu'un spectacle à l'usage des foules, car l'instant venait où le poète refermait la porte derrière lui, jetait par terre
toutes ces capes noires et autres accessoires poétiques de pacotille et s'installait dans le silence, dans l'attente de soi, au-dessus d'une feuille blanche. Car en vérité, il n'y a que cela qui compte. C'est caractéristique. On produit énormément de films biographiques sur les grands scientifiques et les grands artistes. Les réalisateurs les plus ambitieux tentent de représenter de façon crédible le processus de création qui a produit les plus grandes découvertes, les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire. Le travail de tel ou tel scientifique peut être montré avec succès, le laboratoire, certains instruments, le fonctionnement de certains mécanismes. Tout ceci peut en effet retenir l'attention du spectateur. Il y a en outre des instants d'incertitude chargés de tensions dramatiques. Telle expérience, répétée pour la 1000e fois, avec quelques modifications mineures, réussira-t-elle enfin? Les films sur des peintres peuvent aussi devenir spectaculaires. On peut reconstituer toute la genèse d'un tableau depuis le premier trait sur la toile jusqu'au dernier coup de pinceau. Les films sur des compositeurs sont pleins de musique, depuis les premières mesures qui surgissent dans la conscience du compositeur jusqu'à la forme ultime de l'œuvre orchestrée. Évidemment, tout ceci demeure fort naïf et ne dit rien, au fond, sur cet étrange état d'esprit que nous appelons inspiration. Au moins nous sert-on quelque chose à voir et à entendre. Avec un poète, c'est bien pis. Son travail n'est pas photogénique pour un sou. Le voilà assis à sa table ou couché sur son canapé, fixant le plafond ou le mur d'un œil immobile. De temps en temps, il scribouille 7 lignes, dont, au bout d'un quart d'heure, il supprimera 1 ou 2. Puis, une autre heure s'écoulera sans que rien d'autre ne se passe. Quel cinéphile pourrait supporter chose pareille? Je viens de parler de l'inspiration. À la question de savoir ce qu'elle est, si elle existe, les poètes contemporains avancent des réponses évasives. Non pas qu'ils n'aient jamais ressenti les bienfaits de cette impulsion interne, la raison en est tout autre. Il n'est pas facile d'expliquer à quelqu'un un phénomène qu'on ne comprend pas très bien soi-même. Lorsqu'on m'interroge à ce sujet, je préfère esquiver la question. Je réponds habituellement de la façon suivante. L'inspiration n'est pas un privilège exclusif des poètes ou des artistes en général. Il existe, il a toujours existé, il existera toujours d'autres hommes qu'elle fréquente. Ce sont ceux qui, en toute connaissance de cause, choisissent leur travail et l'exercent avec amour et imagination. Certains sont médecins, d'autres enseignants ou jardiniers, que sais-je encore. Leur travail peut devenir une aventure permanente, à condition qu'ils sachent en faire jaillir toujours de nouveaux défis. En dépit de toutes les peines, de toutes les défaites, leur curiosité ne tarit jamais. De chaque solution qu'ils trouvent s'envole un essaim de questions nouvelles. L'inspiration, quelle que soit sa véritable nature, naît d'un éternel « je ne sais pas ». Ils ne sont pas très nombreux. La plupart des habitants de cette
planète travaillent pour gagner leur vie, travaillent par contrainte. Ils n'ont pas choisi leur travail par passion. Ce sont les circonstances de la vie qui ont fait ce choix pour eux. Un travail qu'on n'aime pas, qui ennuie, qu'on estime uniquement parce que même sous cette forme, il n'est déjà pas à la portée de tout le monde, constitue une des plus grandes détresses humaines. Et il ne me semble pas que les temps futurs puissent y apporter un changement bienvenu. Je peux donc me permettre de dire que, tout en privant les poètes du monopole de l'inspiration, je les range malgré tout parmi les très rares élus du destin. Cela peut toutefois éveiller quelques doutes chez mes auditeurs. Il est des tortionnaires, dictateurs, fanatiques, démagogues décidés à conquérir le pouvoir grâce à quelques slogans hurlés à tue-tête qui aiment, eux aussi, leur travail et le pratiquent avec un zèle très imaginatif. Oui, mais voilà, ils savent, et ce qu'ils savent leur suffit à tout jamais. Ils ne sont pas curieux de rien d'autre, car ceci pourrait écorner leurs arguments. Et tout savoir, incapable d'engendrer de nouvelles questions, trépasse à court terme, perdant de cette chaleur qui est la condition même de toute vie. Dans des cas extrêmes bien connus de notre histoire ancienne et moderne, il peut même devenir un danger mortel pour les peuples. C'est pour cela que je tiens en si haute estime ces quelques petits mots. Je ne sais pas. Petits, mais fortement ailés, ouvrant notre vie sur les espaces que nous portons en nous-mêmes et sur ceux où l'on a suspendu notre pauvre terre. Si Isaac Newton ne s'était pas dit « je ne sais pas », une pluie de pommes aurait pu s'abattre sur son jardin et il ne ferait rien d'autre que d'en ramasser une de temps en temps pour la manger avec appétit. Si ma compatriote Marie Skłodowska-Curie n'avait pas dit « je ne sais pas », elle serait probablement restée professeure de chimie dans une école pour jeunes filles de bonne famille et toute sa vie se serait écoulée à ce poste, tout à fait respectable par ailleurs. Mais elle s'est dit « je ne sais pas ». Et ce sont ces petits mots qui l'ont menée par 2 fois à Stockholm, où les esprits inquiets et éternellement curieux se voient attribuer le prix Nobel. Un poète, si c'est un vrai poète, se doit lui aussi de répéter « je ne sais pas ». Dans chaque nouveau poème, il tente d'y répondre. Mais après chaque point final, un nouveau doute l'envahit, une nouvelle hésitation, conviction qu'il s'agit, une fois de plus, d'une réponse provisoire et absolument insuffisante. Alors, il recommence encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour les docteurs ès-lettres saisissent d'un énorme trombone toutes ces preuves de son insatisfaction de soi et les appellent son œuvre. Je rêve parfois de situations impossibles. J'imagine par exemple dans mon effronterie que j'ai l'occasion de m'entretenir avec l'Ecclésiaste, auteur d'une ô combien poignante lamentation sur la vanité de toutes les entreprises humaines. Je lui fais une profonde révérence, car c'est un des poètes les plus importants, du moins pour moi, et puis je saisis sa main. « Rien de nouveau sous le soleil, as-tu dit, Ecclésiaste. Et pourtant toi-même, tu es né nouveau sous le soleil. Et le poème, écrit par toi,
ne fut pas moins nouveau sous le soleil, car avant toi personne ne l'avait écrit. Et nouveaux sous le soleil sont tous tes lecteurs, car pouvaient-ils le lire avant toi? De même, le cyprès à l'ombre duquel tu es assis ne pousse pas depuis l'aube de l'univers. Il fut engendré par un autre cyprès, semblable au tien, mais pas tout à fait le même. Et j'aimerais te demander, Ecclésiaste, as-tu le désir d'écrire quelque chose de nouveau sous le soleil, quelque chose qui complétera tes réflexions, ou bien aurais-tu plutôt envie, malgré tout, d'en réfuter certaines? Dans ton grand poème, tu n'as pas oublié la joie. Quelle importance, au fond, qu'elle soit passagère. Et si ton prochain poème, nouveau sous le soleil, lui était consacré? As-tu déjà pris quelques notes, fait de premières esquisses? Tu ne peux tout de même pas m'annoncer « Voilà, j'ai tout dit, je n'ai plus rien à ajouter ». Aucun poète au monde ne put dire une chose pareille, d'autant moins un immense comme toi. Car le monde, quoi que nous en pensions, effrayé par son immensité et par le spectacle de notre impuissance, plein d'amertume face à son indifférence à l'égard de ceux qui souffrent, humains, animaux, plantes peut-être, car qui peut nous garantir qu'elles sont libres de toute souffrance? Quoique nous pensions de ces espaces infinis traversés par le rayonnement des étoiles, autour desquels nous découvrons aujourd'hui de nouvelles planètes, déjà mortes, encore mortes, nul ne le sait. Quoi que nous puissions dire de cet incommensurable théâtre pour lequel on nous accorde, il est vrai, un billet d'entrée, mais un dont la validité est si ridicule. Quoi que nous puissions penser de ce monde, il est quand même étonnant. Néanmoins, dans ce mot d'étonnant, un piège logique nous guette. Nous nous étonnons de choses qui s'écartent d'une norme connue et généralement admise, d'une évidence à laquelle nous sommes habitués. Or, il n'existe aucun monde normal et évident. Notre étonnement est autonome et ne procède d'aucune comparaison. D'accord, dans notre langage courant, qui ne s'interroge pas sur chaque mot qu'il emploie, nous disons tous vie ordinaire, monde ordinaire, ordre normal des choses. Mais dans la langue de la poésie, où chaque mot est soigneusement pesé, rien n'est jamais ordinaire ni normal. Pas une pierre et pas un nuage au-dessus. Pas un jour et pas une nuit après. Et par-dessus tout, pas une quelconque existence en ce monde. Il semblerait que les poètes auront toujours beaucoup de travail. Wisława Szymborska.